Négritude et négrologue, livre de Stanislas Perrault-Adotevi, édition Les Profondeurs, Le Castor Astral, année 1998. Il faut rappeler que la première édition date de 1972. Chapitre 6, le socialisme africain. En ce qui concerne enfin la lutte des classes, Marx assurément n'en avait jamais parlé pour l'Afrique. Cependant, Senghor lui accordera de savoir qu'étant lié à la forme de la division du travail, c'est-à-dire à la structure de la société, cette lutte ne pouvait exister en Afrique sous sa forme européenne. Élémentaire, la division du travail ne porte pas en Afrique la ruine de l'homogénéité sociale. Le travail dans les sociétés africaines est un travail clos, présent. C'est pour citer, après Meister, Durand, une fonction corporelle. Et cela, Derechef mesure l'immensité du gouffre qui sépare Senghor du socialisme, la grandeur du fossé entre les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes, et enfin, l'incongruité d'un socialisme à l'orbe des traditions africaines. On ne fait pas du socialisme avec des sociétés fermées. Le socialisme aussi, bien que le capitalisme, exige le risque des espaces infinis et le changement qualitatif de la société comme corollaire de son action. Comme le capitalisme, le socialisme suppose une rupture avec le passé et une éducation moderne, exaltant le neuf, l'ajustement aux situations nouvelles et la volonté de transformation du monde. Le socialisme est tout le contraire d'un misonéisme, c'est le développement. Pour l'Afrique, il n'y a pas d'autre issue que le développement. Contrairement à ce qu'a pu dire Seydou Badian, le choix n'est pas entre le socialisme et le capitalisme. Le choix est entre la vie et la mort. Et entre la vie et la mort, il n'y a que de faux dilemmes. Soit qu'on décide de vivre, soit qu'on décide de mourir. La forme que prend la vie est un autre aspect du problème. Or, les Africains, s'ils veulent vivre, doivent se développer. Il n'y a de ce fait d'issue pour l'Afrique que dans une révolution moderne. Il n'y a par conséquent de choix que dans une des formes possibles du développement. Le socialisme et le capitalisme sont des moyens, des théories ou pratiques du développement. Mais seul l'homme de la société socialiste doit pouvoir, si les conditions sont réalisées, proposer à l'homme une autre image de l'homme. Je sais ce que diront les spécialistes des questions marxistes, ceux qui ne parlent qu'à travers les évêques et se croient des droits sur tout et sur tous. Qu'ils relisent de grâce Marx. C'est encore à lui que nous devons la plus belle description de l'extraordinaire dévoilement du capitalisme. Par lui-même et en lui-même, le capitalisme constituait l'œuvre humaine la plus colossale et sa révolution la plus formidable depuis des générations. Partout où elle a conquis le pouvoir, disait Marx, la bourgeoisie a joué un rôle éminemment révolutionnaire en façonnant le monde à son image. Elle ne pouvait exister sans cette opération narcissique. 2 points. En citant Marx. La bourgeoisie a soumis la campagne à la ville. Elle a créé d'énormes cités. Elle a prodigieusement augmenté la population des villes par rapport à celle des campagnes. Et par là, elle a arraché une grande partie de la population à l'abrutissement de la vie des champs. Elle a subordonné les peuples, de paysans aux peuples de bourgeois, à l'Orient, à l'Occident. La conséquence fatale de ces changements a été la centralisation politique. Des provinces indépendantes, tout juste fédérées entre elles, ayant des intérêts, des lois, des gouvernements, des tarifs douaniers différents, ont été réunies en une seule nation, avec un seul gouvernement, une seule loi, un seul intérêt de classe, derrière un seul cordon douanier. La bourgeoisie, au cours de cette domination de classe à peine séculaire, a créé des forces productives plus colossales que l'avaient fait toutes les générations passées prises ensemble. La mise sous le joug des forces de la nature, les machines, l'application de la chimie à l'industrie et à l'agriculture, la navigation à vapeur, les chemins de fer, les télégraphes électriques, le défrichement des continents entiers, la régularisation des fleuves, des populations entières jaillies du sol. Quel siècle antérieur aurait soupçonné que de pareilles forces productives dorment au sein du travail social? On doit constamment avoir ce texte à l'esprit pour ne pas avoir à dire trop de bêtises. Quant aux professeurs de style, ces chers maîtres qui font à Marx le reproche de la confusion, ils peuvent se mettre à l'école. Ce n'est pas sous la plume admirable de Marx que se trouve l'incohérence, mais dans les replis poussiéreux de leur propre pensée. Marx est leur psyché. Il est la vérité de cette pensée qui a produit ces choses prodigieuses dont ils sont les gardiens. On le sait. Senghor devrait par conséquent
savoir gré à Marx de l'avoir depuis jamais situé en aussi bonne compagnie. Tant il est vrai que si le monde se divise géographiquement en 5 parties, en réalité, il n'y a que 2 mondes. Le monde de la relève et le monde auquel Senghor appartient. Le socialisme africain n'est africain que de nom. Il y a d'une part le monde socialiste ayant opté pour le socialisme et dont le fondement est ce qu'il est convenu d'appeler le marxisme-léninisme, et d'autre part le monde qui continue d'être régi par les lois du système capitaliste. Ce deuxième groupe, selon une étude de Jallet, se subdivise de toute évidence en 2 sous-groupes. Petit a, les pays capitalistes évolués généralement très industrialisés qui constituent ce qu'on appelle communément le camp impérialiste ou plus pudiquement le camp occidental. Petit b, les pays sous-développés dont l'économie et le pouvoir politique sont dominés par l'impérialisme. Ces pays ou tiers-mondes sont liés dialectiquement aux pays capitalistes par des rapports d'exploitation et de dépendance qui ressortissent à l'essence même de l'impérialisme. Donc Senghor fait partie de ce groupe, ainsi que tous les chefs d'État africains qui se disent socialistes africains. La foi n'y fait rien. Seul compte la façon dont on envisage l'avenir. Or, en Afrique, on n'entend encore nulle part le grouillement des futures naissances. Certes, le caractère appendicitaire de nos bourgeoisies, dépendant de l'extérieur pour leurs prébondes et leurs crédits, empêche nos dirigeants de se dire franchement réactionnaires. Le vrai courage, pourtant, consisterait à abandonner la recherche illusoire d'une alliance locale de plus en plus impensable. Le mythe de nation prolétaire ne saurait abuser plus longtemps. Il a été créé pour sauver de la solitude ceux que l'inefficience immerge chaque jour davantage. L'hédonisme auquel on se réfère, en faisant appel aux sources caverneuses de la tradition, achève enfin de discréditer en soulignant une incapacité de plus en plus effarante. Il n'y a pas de honte à se reconnaître tel qu'on est. La vérité de Balzac est toujours actuelle. Elle vaut aussi pour l'Afrique. C'est Vautrin qui a fait l'Europe. Et il l'a faite au prix d'un terrible bousillage. Ce qui a été fait, disait Marx, dépasse de loin ce que Rome et l'Égypte donnèrent au monde. Et cela dans des souffrances également indicibles, au prix d'un arrachement. Marx ne jugeait pas le capitalisme. Il énonçait sa vérité. Il en dégageait la redoutable logique qui fut celle du développement établi sur le cadavre de l'humanité, sur la liquidation totale de l'ancienne société. Partout où elle a conquis le pouvoir, la bourgeoisie, selon Marx, a foulé aux pieds des relations féodales, patriarcales et idylliques, tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses supérieurs naturels. Elle les a brisés, sans pitié, pour ne laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêt. Les dures exigences du paiement au canton. Elle a noyé les frissonnements secrets de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise, dans les eaux glacées du calcul égoïste. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale. La bourgeoisie a déchiré le voile de la sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et les a réduites à n'être que de simples rapports d'argent. La bourgeoisie a révélé comment la brutale manifestation de la force au Moyen-Âge, si admirée de la réaction, trouva son complément naturel dans la paresse la plus crasse. C'est elle qui, la première, a fait voir ce dont est capable l'activité humaine.